Salut à tous, aujourd'hui on va parler physiologie et on va parler des filières énergétiques et du nouveau modèle. Donc si vous n'avez pas vu notre première vidéo où j'explique le nouveau modèle des filières énergétiques, je vous invite à aller la voir et dans cette vidéo-là je vous explique quel est le nouveau modèle des filières énergétiques et quels sont les trois principaux facteurs limitants. Donc dans cette vidéo-là on va parler de comment déterminer le facteur limitant d'un athlète, si c'est son système musculaire, donc sa capacité à utiliser l'oxygène, si c'est son système respiratoire ou si c'est son système cardiaque. Le test qui nous permet de déterminer quel système est le facteur limitant chez un athlète, c'est le test 515 avec un MOXY, donc un oxymètre musculaire qu'on a ici, de la marque MOXY. Vous pouvez utiliser d'autres marques. Et le test consiste à faire 5 minutes sur Assobike, évidemment, 5 minutes à une certaine intensité et 1 minute de repos. Et donc chaque palier doit être effectué. Vous devez effectuer 2 rounds par palier. Alors pourquoi le test est fait sur Assobike? Pour la simple et bonne raison que pour un crossfitter, c'est compliqué de rester 1 heure sur un rameur. Et en plus de ça, la dimension technique sur l'Assobike est plus réduite. Donc le test consiste à faire 5 minutes à 225 watts pour les hommes ou 175 pour les filles. 1 minute de repos, 2 rounds par palier, donc 225, 225, 275, 275, 325, 325, etc. jusqu'à échec. Durant le test, évidemment, on met à l'athlète un MOXY sur le vaste latéral. Si on peut mettre un deuxième MOXY sur un muscle sur la deuxième jambe et sur un muscle du haut du corps, des membres supérieurs, on le fait évidemment pour pouvoir interpréter les datas et avoir un test plus précis, une batterie de tests encore plus précise. Et on fait aussi un test de spirométrie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un test de performance, mais c'est vraiment un test physiologique. Et ça va permettre de déterminer les facteurs limitants de chaque athlète, mais aussi de faire du zoning, c'est-à-dire déterminer les zones de travail lorsqu'on fait des entraînements visant à augmenter ou améliorer votre physiologie, votre cardio entre guillemets. Donc le test MOXY, ça permet de déterminer quel est votre facteur limitant, mais aussi de zoner vos intensités de travail, d'accord? Et ainsi à calibrer mieux votre entraînement, d'accord? Donc la première étape du test, un test de spirométrie. Donc spirométrie, avec cet appareil, un spiromètre, on va mesurer votre capacité, capacité vitale forcée, c'est-à-dire le volume d'air que vous êtes capable d'expirer sur 6 secondes. Et puis ensuite aussi votre capacité vitale forcée sur 1 seconde. Donc on a les deux. Et le ratio entre les deux, bon, déjà sur la capacité vitale forcée, vous avez les valeurs normées de votre âge et taille, poids. Donc évidemment, un athlète entraîné doit se situer au-dessus de 100% de la moyenne. Si vous êtes à 100% ou en dessous, ça veut dire qu'il faut muscler, renforcer vos muscles inspirateurs ou travailler votre mobilité de la cage thoracique. Et ensuite, on fait un ratio entre votre capacité vitale forcée et votre capacité vitale forcée sur 1 seconde. Et si votre capacité vitale forcée sur 1 seconde est inférieure à 80% de votre capacité vitale forcée, ça veut dire que vos muscles expirateurs sont un peu trop faibles. Et évidemment, vous devez faire du travail de respiration pour les renforcer. Ensuite, la deuxième étape du test, on va faire un 5.5 step test. Donc normalement, en règle générale, lorsqu'on fait ce test sur des cyclistes sur home trainer, on va venir adapter le wattage des paliers en fonction de leur vitesse sur 10 minutes, de la vitesse moyenne qu'ils sont capables de tenir sur 10 minutes. Mais nous, on a préféré standardiser le test sur Assobike et garder des intensités fixes afin d'avoir des datas plus larges et de pouvoir analyser et d'avoir des datas standardisées. Donc, du coup, on va faire 5 minutes à 225 pour les hommes, 175 pour les filles, 1 minute repos, 5 minutes à 225, 175, 1 minute repos, ensuite 275 et on ajoute 50 watts, 2 rounds par palier jusqu'à échec. Une fois que l'athlète arrive à échec, on se repose 5 minutes et on va faire un Wingate, donc 30 secondes max calories. Le but de ce Wingate, c'est de voir, après tout l'effort que l'athlète a fait, sa capacité à désaturer et à utiliser l'oxygène. Lorsqu'on va effectuer le test, donc on l'a dit, MOXY et aussi ceinture cardio, ainsi que saturomètre de pouls. Au bout des doigts, on vient mesurer la saturation artérielle sur les minutes de repos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une courbe, enfin 3 courbes, une courbe pour chaque type d'athlète.
d'athlètes Excuse My French que l'on a testé et je vais vous montrer les différences et comment déterminer quelle est la limitation de l'athlète. Okay. Donc là, on a Jules. Donc Jules, c'est un athlète limité au niveau respiratoire. Il a un background d'aviron, de sport d'endurance. Et là, on voit, donc en bleu, on a sa saturation en oxygène musculaire, sa SMO2. Et en rouge, on a son THB, donc son total d'hémoglobine, c'est-à-dire la quantité d'hémoglobine de plasma de sang, si vous préférez, présente dans le muscle moteur, dans le muscle mesuré avec le MOXIE. Et en vert, on a sa fréquence cardiaque. D'accord ? Donc on voit au fur et à mesure des étapes. Donc sur la première étape à 225, on a une augmentation du SMO2. Lorsqu'il arrête l'effort, une recharge jusqu'à 80%. Ensuite, sur la deuxième étape à 225, une augmentation. Donc là, si on a le SMO2 qui monte, ça veut dire qu'en gros, l'utilisation d'oxygène est inférieure à la livraison. Ensuite, sur la première étape à 275, on a une homéostasie, donc l'oxygène qui va rester, on va dire, steady, donc les valeurs vont rester droites. Ensuite, la deuxième étape à 275, ça va un petit peu monter et ensuite se stabiliser. Là, sur la première étape à 325, on a donc le SMO2 qui reste stable, linéaire. La deuxième étape à 325, on a d'abord le SMO2 qui va être linéaire, ensuite ça va descendre. Et à partir de 375, une désaturation assez rapide de la saturation en oxygène. Alors pourquoi est-ce que Jules est limité au niveau respiratoire? Donc ce qu'on peut voir, c'est que sur les temps de repos, on a une augmentation du THB, donc la courbe en rouge. Donc dès qu'il arrête l'effort, donc déjà pendant l'effort, lorsqu'il arrive sur des intensités élevées, on a une augmentation du THB assez linéaire. Okay, et dès qu'il arrête l'effort, le THB va venir monter. Et à chaque fois, au fur et à mesure que l'intensité augmente, le THB va être un petit peu plus haut. Donc ça, c'est signe d'une présence de CO2. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le CO2 est vasodilatateur. Donc en gros, l'augmentation du THB lors des temps de repos, ça veut dire qu'on a une accumulation de CO2 et donc à chaque fois le THB est de plus en plus haut. Et juste avant qu'il arrive à échec, donc on a à chaque fois une recharge de SMO2 qui est de plus en plus haute. Okay, et juste avant d'arriver à échec, on a la recharge de SMO2 qui va être plus basse, d'accord, et de THB aussi. Donc là, on a affaire à ce qu'on appelle le métaboréflexe, c'est-à-dire que vu que l'utilisation d'oxygène de Jules est très bonne, donc au niveau local, il a une densité mitochondriale bonne et il arrive à utiliser l'oxygène. Donc on voit qu'à échec, il descend environ sous les 20%. Donc son utilisation d'oxygène est bonne. Sa capacité à livrer du sang, donc son volume d'éjection systolique, son système cardiaque est développé. Donc évidemment, on a une accumulation de CO2 et au fur et à mesure que le CO2 s'accumule, sa ventilation augmente pour pouvoir évacuer ce CO2. Et du coup, lorsqu'on arrive au niveau du métaboréflexe, on va avoir une fatigue des muscles respirateurs qui n'arrivent plus à expirer tout le CO2, donc à éjecter tout le CO2 accumulé présent. Et donc, par réflexe de survie, on va avoir donc les muscles moteurs qui vont être passés, on va dire, au niveau secondaire avant les muscles respirateurs. C'est-à-dire que le système nerveux va préférer envoyer de l'oxygène sur les muscles respirateurs plutôt que sur les muscles moteurs. Et donc, on a un arrêt tout simplement un arrêt de l'activité. Et donc, l'athlète arrive à échec. Ensuite, autre chose qui marque, que l'on voit chez les athlètes limités au niveau respiratoire, c'est donc à chaque minute de repos, on va venir mesurer la saturation artérielle de l'athlète. Et un athlète limité au niveau respiratoire, donc là on n'a pas la courbe, mais un athlète limité au niveau respiratoire va descendre sous les 95%. Donc là, Jules, sur sa dernière étape, lorsqu'il arrive à l'échec, il descend à 89% de saturation artérielle. Donc ça, c'est signe. Ça veut dire qu'en gros, son volume d'éjection systolique est tellement bon que le temps de transit au niveau des alvéoles, au niveau des poumons, est trop court. Donc le sang artériel n'est pas complètement chargé en oxygène. Donc ça, c'est signe d'une limitation respiratoire. Ensuite, deuxième athlète limité au niveau de l'utilisation.
Donc là, ce qu'on peut voir, c'est donc au fur et à mesure des étapes. Donc ici sur la première étape, une augmentation du SMO2, ensuite une petite chute, ensuite ça reste linéaire, une recharge sur les temps de repos qui est à peu près à 60%, et lorsque l'athlète arrive à échec, on est à peu près à 40% de saturation en oxygène. Donc en règle générale, ce qu'on veut avoir chez des athlètes, c'est entre 30% ou moins, lorsque l'athlète arrive à échec de l'effort, du test, être à 30% ou moins de saturation musculaire en oxygène. Après, ça dépend du sport. Un athlète plus puissant va descendre sous les 10%. Mais si un athlète est au-delà de ces 30%, c'est signe d'une limitation sur l'utilisation de l'oxygène. Reste à définir si l'athlète est limité au niveau de l'utilisation, donc de sa densité mitochondriale, ou de l'extraction de l'oxygène. C'est-à-dire qu'au moment où l'hémoglobine chargée en oxygène arrive au niveau de la mitochondrie, il faut que la molécule d'oxygène soit capable de se dissocier de l'hémoglobine. Et pour ça, il faut une présence de CO2 et un shift vers la gauche de la courbe. Et donc là, ce qui nous montre, donc là on voit qu'on a une augmentation du THB sur les temps de travail et sur les temps de repos, ce qui est signe d'une présence en CO2, donc d'une vasodilatation. Donc là, si on a présence de CO2, le CO2 permet un shift vers la gauche de la courbe et du coup, ce qui permet à l'hémoglobine d'être moins collante et à l'oxygène d'être libéré. Ce qui veut dire que là, cet athlète-là n'est pas limité au niveau de l'extraction, mais plus au niveau de l'utilisation. Du coup, son entraînement va être orienté sur augmenter l'utilisation de l'oxygène. Ensuite, le troisième athlète limité au niveau cardiaque. Donc toujours en rouge le SMO2, en bleu le SMO2, pardon, en rouge le THB et en vert la fréquence cardiaque. Donc ici, on a tout de suite un pourcentage d'SMO2 qui descend très bas sur l'effort, sous les 20%, même à des intensités faibles. Là, sur les premières intensités, ça monte. Ensuite, ça reste steady. Et ensuite, ça descend très vite et ça reste linéaire sur les intensités proches de maximales. Et ensuite, on voit l'échec. Donc ça, c'est signe typiquement d'un athlète limité au niveau cardiaque. Donc, un système musculaire très développé, donc une capacité très forte à utiliser l'oxygène, mais assez réduite sur la livraison d'oxygène. Donc là, on voit à chaque fois sur les temps de travail, on voit que le THB augmente et sur les temps de repos qui chutent directement. Et lorsque l'athlète reprend les temps de travail, ça monte, et dès qu'il arrive au repos, ça chute pour ensuite remonter, etc. Ça, c'est signe d'une occlusion vénale. Donc en gros, l'athlète a beaucoup de tension systémique au niveau du système nerveux et du coup, ça va créer une compression mécanique et le sang va s'accumuler dans le muscle et ne pas sortir, donc une occlusion vénale. Ça, c'est signe d'une limitation cardiaque du système cardiovasculaire. Autre signe d'une limitation cardiaque, normalement, on est censé avoir... Donc tout à l'heure, Jules, on voyait son taux de THB au fur et à mesure des intervalles augmenter, jusqu'à échec. Ici, on voit que le plasma reste assez linéaire, c'est-à-dire qu'il monte par rapport à l'occlusion vénale, il s'accumule, mais il n'y a pas d'augmentation et la capacité à livrer du plasma chargé en oxygène est limitée, de l'athlète est limitée. Okay. Donc les stratégies d'entraînement pour cet athlète-là, elles vont être différentes. Le facteur qui va déterminer si votre athlète est vraiment limité au niveau cardiaque, c'est l'attitude du THB sur les temps de repos. Si vous avez un THB qui chute sur les temps de repos, c'est vraiment signe d'une limitation cardiaque et d'une certaine occlusion vénale. Donc si on prend l'équation de Fick qui montre la VO2 max, la partie de l'équation qui doit être travaillée pour chaque athlète en fonction de sa limitation est différente. Évidemment, si vous avez un athlète limité au niveau de l'utilisation, vous n'allez pas travailler la même partie de l'équation de Fick qui détermine sa VO2 max qu'un athlète limité au niveau cardiaque, d'accord ? Ou un athlète limité au niveau cardiaque qui nécessite de travailler son volume d'éjection systolique par rapport à un athlète qui nécessite de travailler la différence entre son oxygène artériel et son oxygène vénal, donc son utilisation de l'oxygène. Donc pour illustrer ça, je vais prendre un entraînement classique que tout le monde a fait ou que tout le monde a déjà programmé ou que même CrossFit.com programme, 8 fois 500 mètres au rameur. Donc si vous avez un athlète limité au niveau utilisation sur un 8 fois 500 mètres rameur, vous allez fixer, donc imaginons que vous avez 3 athlètes qui ont tous les 3 un demi-mètre rameur à 7 minutes, donc 1,45 au 500. L'athlète limité au niveau d'utilisation de l'oxygène, vous allez chercher à développer sa capacité à utiliser l'oxygène. Donc pour ça,
Le plus efficace, c'est du HIIT, donc du High Intensity Training. Donc évidemment, vous allez le faire travailler sous son split, donc sous sa vitesse moyenne aux 2000 mètres, et avec des temps de repos plus élevés, de manière à ce qu'il utilise le plus possible l'oxygène, donc à le faire désaturer sur une intensité élevée, le faire travailler sur une intensité élevée, de façon à ce qu'il désature, et évidemment stimuler son système musculaire et sa capacité à utiliser l'oxygène. Si vous avez un athlète limité au niveau cardiaque, donc l'athlète limité au niveau cardiaque, il va avoir tendance à désaturer très vite, son système musculaire est très développé et à rester bas au niveau de sa saturation en oxygène. Nous, ce qu'on veut, c'est stimuler son système cardiaque. Du coup, on va le faire partir à 10 secondes plus lent que sa vitesse moyenne de 2000 mètres et tous les 100 mètres, le faire accélérer. De cette manière, sa désaturation va être progressive et pour pallier à cette désaturation progressive, on va avoir son système cardiaque qui va venir, pour répondre à la demande d'oxygène, augmenter et évidemment sa fréquence cardiaque va augmenter au fur et à mesure de l'intervalle pour augmenter proche de sa fréquence cardiaque maximale. Et là, le stimuli cardiaque sera maximal. Pour un athlète limité au niveau respiratoire, donc le but d'un athlète limité au niveau respiratoire, ça va être de stimuler ses muscles respiratoires et l'endurance de ses muscles respiratoires et donc faire augmenter et créer une ventilation élevée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va le faire partir sous plus rapide, donc à une vitesse plus rapide que sa vitesse moyenne aux 2000 mètres, pour que son taux de CO2, il désature très vite, son taux de CO2 va augmenter, et du coup, pour éjecter ce CO2, il va augmenter sa ventilation, et sa ventilation va être élevée. Et afin de tenir une ventilation élevée, si on le fait tenir à une intensité sous sa vitesse moyenne aux 2000 mètres, évidemment, il ne sera pas capable de tenir les 8 intervalles de 500 mètres. Donc au fur et à mesure du 500 mètres, on va venir le faire tenir une intensité de moins en moins élevée. Donc par exemple, sa vitesse moyenne aux 2000 mètres, c'est 1,45 au 500. On va le faire commencer à 1,38. Puis ensuite, au fur et à mesure de l'intervalle, il va passer à 1,40, 1,42, 1,44, 1,46, etc. De manière à ce qu'il reste à une saturation basse et que sa ventilation reste élevée tout au fur et à mesure de l'intervalle et qu'il puisse tenir l'intervalle complète. Donc là, vous voyez, 3 entraînements différents. Donc on a pour le même entraînement 3 stimuli différents. Un sur le système musculaire, un sur le système cardiaque et un sur le système respiratoire. Donc le test 515 avec Moxy nous permet de déterminer quel est le facteur limitant de l'athlète, si c'est son système musculaire, son système cardiaque ou son système respiratoire, mais ça nous permet aussi de faire ce qu'on appelle du zoning, c'est-à-dire de déterminer les zones d'entraînement de l'athlète. D'accord ? Car chaque athlète a des zones d'entraînement différentes en fonction des intensités et en fonction de sa fréquence cardiaque. Donc ici, avec la courbe de Jules, on va déterminer les zones d'entraînement non pas avec le pourcentage de fréquence cardiaque comme on a l'habitude de faire, mais ici plutôt avec le pourcentage d'SMO2. Donc ici, sur les 2 premiers paliers, on a le pourcentage d'SMO2 qui augmente, d'accord ? Et on va déterminer ces zones, donc ces zones où l'utilisation d'oxygène est plus faible que la livraison, d'accord ? Donc c'est des zones d'oxygénation comme la zone 1 et la zone 2, d'accord ? Donc ces zones-là, on va les utiliser en warm-up ou en active recovery ou alors en séance de ce qu'on appelle de cardio long où on va faire une intensité basse avec un temps élevé afin d'avoir des adaptations structurelles. On verra ça plus tard. Là, sur les autres intensités, sur les autres fenêtres, on a donc le pourcentage d'oxygène qui reste linéaire, c'est-à-dire qu'il n'augmente pas et n'augmente pas. Il ne monte pas et il ne baisse pas, c'est-à-dire qu'on est en homéostasie. C'est-à-dire que la livraison et l'utilisation d'oxygène sont à l'équilibre. Donc en gros, ici Jules commence à faire son assobike. On a une certaine demande en utilisation, donc on a au niveau musculaire local une certaine utilisation de l'oxygène, donc une certaine demande en oxygène. Et pour pallier à cette demande, son système cardiovasculaire va envoyer du sang oxygéné pour répondre à cette demande et du coup on va avoir une homéostasie, une augmentation du rythme cardiaque. D'accord ? Donc cette zone d'homéostasie, on va l'appeler la zone 3. Donc cette zone, c'est la zone d'endurance structurelle. Donc le but de on va dire les adaptations que vous obtenez de cette zone, elles vont être augmentation du volume de plasma, donc augmentation du sang oxygéné dans le muscle moteur, ce qui est important pour les athlètes limités au niveau cardiaque. Une augmentation de la densité mitochondriale,
une augmentation du volume d'éjection systolique, donc du volume de sang éjecté à chaque battement de cœur du ventricule droit, et une augmentation vers le haut du seuil lactique. Donc cette zone-là, elle est assez importante, surtout en saison off. Là, ici, sur cette zone d'entraînement, lorsqu'on est en début de saison, on va chercher à construire du volume dans cette zone 3 et ensuite le maintenir lorsqu'on arrive sur des périodes plus compétitives. Donc là, vraiment, on crée un entraînement structurel, donc vraiment c'est de l'endurance structurelle et on va venir améliorer les facteurs limitants de l'athlète. Ensuite, on va arriver sur les zones où Jules désature. Donc sur cette zone-là, il va désaturer mais de manière plus linéaire et ensuite ça va désaturer de manière plus rapide. Donc ces zones-là, ça va être, vous allez avoir là où il désature de manière moins rapide, ça va être la zone 4 et ensuite vous allez avoir la zone 5. Donc la zone 4 et 5, ça va correspondre à de l'endurance fonctionnelle. Okay. Ici, vous avez une désaturation qui est d'utilisation de l'oxygène qui est plus importante que la livraison. Et du coup, les adaptations de ce type d'entraînement, ça va être une augmentation du plasma, du volume d'éjection systolique, de la VO2 max, augmentation de la capillarisation. Donc vraiment, ça, c'est du travail d'endurance vraiment fonctionnel de haute intensité. Et ensuite, vous allez avoir plus loin, donc ici, sur le sprint Wingate par exemple, les zones 6 et les zones 7, où la désaturation va être très très rapide et c'est vraiment de très très haute intensité. Du coup, là, ici pour Jules, on a les zones de travail déterminées. Si on fait du travail sur Assaut-Bike par la suite, on va avoir les zones de travail déterminées par le wattage. Donc là, sur la zone 1 et 2, il est à 225 watts. Sur la zone 3, 275, 325. La zone 4, 325 et plus, jusqu'à 300, jusqu'à même 425. Et puis au-delà, la zone 6 et 7. Mais si on fait du travail sur rameur ou sur autre ergo ou course à pied, évidemment, on va rattacher ces zones de travail par rapport à la fréquence cardiaque. Donc là, par exemple, sur la zone 5, on va regarder à quelle fréquence cardiaque il se situe et rattacher cette fourchette de fréquence cardiaque à cette zone. En général, ça correspond plus ou moins aux zones de travail de fréquence cardiaque classique, théorique. Mais ça peut varier. Du coup, là maintenant, je vais vous donner des séances types pour un athlète limité au niveau d'utilisation, au niveau du système cardiaque et du système respiratoire. Donc, pour un athlète limité au niveau d'utilisation de l'oxygène, on va plutôt faire des intervalles de désaturation, du travail sur la zone 6 et 7. C'est ce qui est scientifiquement approuvé, une augmentation de la densité mitochondriale et de la taille des mitochondries. Donc, ça va être des intervalles du type déterminer un wattage maximal sur Assaut-Bike et pendant 40 minutes faire des sprints de 10 secondes à 80% de ce wattage avec un repos d'une minute, 1 minute 30. Okay. Donc là vraiment on va stimuler le système local musculaire pour augmenter la densité mitochondriale. Ensuite pour un athlète limité au niveau cardiaque, donc un de mes entraînements préférés c'est Assaut-Bike, 30 secondes en zone 5, donc là pour Jules ça serait du 375 à 425 watts et 1 minute en zone 3, donc là pour lui ça serait du 275 à 325 watts, 8 fois, repos 4 minutes et un autre bloc de 8. Donc là l'intérêt de cet entraînement c'est que sur les 30 secondes en zone 5 il va désaturer, descendre à une saturation assez basse et sur la zone 3 il va être, donc la zone 3 on a dit que c'était de l'homéostasie, donc sa saturation en oxygène va rester assez basse. Du coup pour pallier à cette saturation en oxygène basse qui reste homéostasique, sa fréquence cardiaque va monter et il va passer en fait tous les intervalles à plus de 90% de sa fréquence cardiaque. Donc là on a un stimuli cardiaque total et du coup une augmentation de son plasma, de son volume de plasma, de son volume d'éjection systolique, etc. Et la stimulation cardiaque est totale. Et ensuite, un entraînement pour un athlète limité au niveau respiratoire, ça va être donc pendant 45 minutes, déterminer un max wattage Assaut-Bike et pendant 45 minutes, 15 secondes de sprint à 70% de ce max wattage. Donc là, le but, ça va être de désaturer pendant une période de temps très longue. Donc sur les 15 secondes, il va désaturer, ça va être du travail de zone 6-7 et avoir une accumulation de CO2. Et du coup, sa ventilation va être élevée tout au long des 45 minutes et du coup, on va chercher à augmenter l'endurance des muscles respiratoires. Donc les muscles respiratoires, diaphragme, surcostaud, surcostaud, etc. Ce sont des muscles comme les autres et
Le but va être d'augmenter leur endurance, bouger leur seuil lactique vers le haut, leur densité mitochondriale, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine pour plus de détails sur le travail d'Energy System.